Paul Christophe est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes député du Nord, président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée nationale. Vous avez fait partie d'ailleurs du gouvernement Barnier. Avant de parler de politique internationale, vous avez tenu d'ailleurs une allocution à la tribune de l'Assemblée lundi sur la guerre en Ukraine. Et donc on va beaucoup parler de ce sommet de demain, du sommet européen, et sur lequel bien sûr Emmanuel Macron va intervenir tout à l'heure en direct aux Français, allocution solennelle à 20h. Mais d'abord, je voudrais quand même avoir votre sentiment sur cette information Europe 1, ce nouveau ressortissant algérien refusé par l'Algérie. C'est le même schéma qu'avec l'influenceur Doualem. Il part en Algérie, les Algériens le refusent et il repart en France. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le gouvernement français ? Vous savez que très tôt, Édouard Philippe a invité à revisiter les accords de 68 à l'aune de ces situations qui ne sont pas nouvelles, qui sont déjà patentes depuis un certain temps et qui aujourd'hui tendent à se multiplier. Pourquoi on dit ça ? Tout simplement parce que lorsque des accords sont signés, ils reposent sur des réciprocités évidentes. On facilite l'accès à un pays, on négocie en parallèle des facilités peut-être d'intégration, on négocie l'attribution de visas, mais on négocie aussi des facilités de retour. Et à partir du moment où l'un des pays ne respecte pas ses engagements, il invite fatalement à la révision de l'ensemble des données qui sont sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là, et donc il est urgent et indispensable de renouveler ces accords. Mais tout le monde le dit. Monsieur Philippe le dit, Gabriel Attal le dit, François Bayrou le dit. En dernier ressort, nous dénoncerons les accords de 1968, avec à ses côtés Bruno Retailleau, bien sûr, qui est sur cette ligne-là depuis très longtemps, et même Jean-Noël Barrot qui est à côté, qui dit rien, mais qui, acte par sa présence aux côtés du Premier ministre. Et deux jours plus tard, il est obligé. Et 2 jours plus tard, vous avez le président de la République à Porto qui dit, mais attendez, il n'est pas question de manière unilatérale de dénoncer les accords de 1968. Donc, est-ce que vous êtes plus au courant que, par exemple, Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie que j'interrogeais dimanche? Est-ce qu'il y a des accords stratégiques, financiers, sur le pétrole, sur le gaz, sur je ne sais encore, qui fait que on n'arrive pas à franchir le Rubicon parce qu'on est lié tellement puissamment avec l'Algérie qu'on ne peut pas avancer? Moi, je ne le pense pas. Il est évident qu'il y a des accords économiques patents. On a bien vu que lorsque le gaz russe s'est fermé, eh bien, il a fallu se tourner vers d'autres fournisseurs. Et l'Algérie est l'un de nos partenaires économiques importants sur cette dimension-là. Mais pour autant... Pour 7% de notre gaz, quand même. On est bien d'accord. Ouais. Donc, pour autant, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de rupture. Il y a une forme de défiance qui mérite d'être revisitée à l'aune de la diplomatie, alors quel que soit le canal qu'on emploiera. Sinon, ça devra passer par la loi à un moment donné. Catherine Ney. Oui, mais enfin, le président Macron ayant reconnu la marocanité du Sahara occidental en juillet, je veux dire, les Algériens ne répondront pas à l'ultimatum du Premier ministre, parce que je pense que jusqu'à 2027, jusqu'au bout du mandat du président, ils ne feront rien pour la France et au contraire feront tout pour plutôt entraver enfin, il n'y a pas de solution possible parce qu'ils sont vraiment fâchés avec le président. Donc le gouvernement ne peut rien faire. Mais le gouvernement peut très bien faire des choses sans faire beaucoup sur les accords. En tous les cas, par exemple, il y a la circulaire signée par Kouchner avec son homologue qui permet à tous ceux qui ont un passeport diplomatique en Algérie qui s'achètent quand on a de l'argent de venir l'été avec qui ils veulent, pour le temps qu'ils veulent, et là, se faire soigner dans les hôpitaux. Et ça, on peut essayer de voir d'y porter remède sans faire beaucoup de bruit, quoi. Monsieur Christophe. Là-dessus. Non, on est complètement en phase, c'est ce que j'ai. Et tous les canaux diplomatiques, ça veut dire utiliser tous les champs possibles. Oui. Cette question-là en est une patente. Il y en a d'autres qui seront à la main, évidemment. On sait très bien que la politique diplomatique est plutôt à l'aune du président à ce niveau-là. Mais pour autant, je pense qu'il est légitime qu'on transcrit finalement les intentions de nos concitoyens, leur volonté exprimée manifestement et à plusieurs reprises. Et puis c'est une situation de justice aussi qu'il nous faut faire respecter. Je voudrais qu'on écoute Donald Trump lors de son discours hier devant le Congrès américain. Nous accordons une grande importance à tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. En ce qui concerne l'accord sur les minerais et la sécurité, l'Ukraine est prête à signer au moment qui vous conviendra. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je l'ai reçue il y a peu de temps. Parallèlement, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle est prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique ?
Paul Christophe, on vous a déjà entendu lundi sur ce sujet, mais vous êtes au micro d'Europe 1, je voudrais que vous précisiez votre pensée. Quel est l'angle d'action, voire l'angle d'attaque de l'Europe et donc de la France vis-à-vis de ce genre de propos qui ont lieu spécifiquement depuis vendredi dernier ? Déjà, ce qui nous a stupéfait vendredi, c'est l'humiliation faite au président ukrainien et par-delà sa personne à son peuple entier qui lutte depuis 3 ans pour sa survie face à un agresseur qui est la Russie. On ne doit pas avoir peur des mots. Et c'était une forme de traquenard finalement qu'il a porté devant les caméras, puisque le bureau ovale était bientôt empli de caméras et de journalistes. Cette humiliation était quelque chose un vrai révélateur finalement quelque part. Alors avec des effets rebonds, puisqu'on a vu certains leaders politiques s'exprimer et plutôt donner raison aux Russes et aux Américains en même temps, je pense au Rassemblement National et à sa leader, Mme Le Pen. Et puis ça a provoqué une forme de stupéfaction chez ceux qui comptaient sur le parapluie finalement américain pour les protéger ad vitam et aeternam. Je pense par exemple à la Pologne, etc. C'était peut-être moins violent pour nous vu de la France, parce qu'il y a longtemps qu'on a opté pour une autre stratégie, plutôt que faire une autonomie de défense un tant soit peu, bien sûr appuyée par la dissuasion nucléaire. Mais pour autant, c'est un vrai bouleversement sur la façon d'appréhender la diplomatie, qui est finalement, comme le fait Trump dans le rapport économique, un rapport de force. Et donc, pas un rapport de partenariat. Quand François Hollande, par exemple, dit que Donald Trump n'est plus un allié, c'est un simple partenaire, il a d'une certaine manière raison ? Je pense qu'on peut le considérer comme tel. C'était un partenaire sur le côté économique, avec tous les travers qu'on lui connaît. On pourra échanger, si vous voulez, là aussi sur l'autre enjeu qui est un enjeu patent, l'enjeu économique. Mais sur l'enjeu diplomatique et militaire, on voit bien que c'est là le rapport de force, au même titre qu'une négociation commerciale. Paul Christophe, député du Nord, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, est notre invité. On revient dans quelques petits instants d'Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je m'arrête juste un instant sur ce sondage effarant. 16% des élèves en France refusent de nouer des relations amicales ou sentimentales avec des camarades juifs. Paul Christophe, réaction. C'est assez effrayant, hein. C'est un révélateur de l'état de notre société. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes qui s'expriment, savent-ils faire la différence ou pourquoi? Finalement, qu'est-ce qu'on est dans un couloir de nage parce qu'on leur a dit que. Par exemple, voilà. Donc, ça me rassurait d'ailleurs que ce chiffre diminue à l'aune de cette question. Mais c'est un élément révélateur de la fracturation de notre société. Et je pense que chacun doit prendre la mesure de ses propos parfois, y compris les politiques, lorsqu'ils exacerbent finalement certaines rancœurs ou certaines positions. On va écouter David Lisnard qui ce matin était l'invité de TF1 concernant l'allocution du président qui doit arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on sorte du théâtre, du théâtrodrome, des postures dans lesquelles on est. La situation, elle est incertaine depuis des années. Depuis des années, les gens responsables savent qu'il faut armer le régalien, qu'il faut mettre un terme à un système social qui ne fonctionne plus. Donc, quels sont les pouvoirs du président de la République aujourd'hui, de surcroît depuis qu'il a dissous? Donc, si c'est pour une posture politicienne de plus, je le dis sans agressivité, mais enfin, pour jouer sur le mélo et l'exagération, ça me paraît peu intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les intérêts de la France, comment on construit à nouveau une ambition collective puissante française et européenne, en sortant des effets d'annonce et du théâtre. Question simple, Paul Christophe, qu'est-ce que vous attendez du discours du chef de l'État ce soir? En écho aux propos qui étaient tenus tout à l'heure, je pense qu'on attend qu'il rassure. Les citoyens aujourd'hui expriment clairement une inquiétude. Vous avez parlé de la question de l'envoi des troupes, etc. Je pense que on a besoin d'être rassuré sur la suite qui va être donnée donc aux événements ukrainiens. Est-ce qu'un accord de paix, oui. Est-ce qu'on y enverra des troupes pour consolider cette sécurité? Et puis quelle va être, parce que les Français sont pas naïfs, ils ont bien compris que on est passé d'America First à America Only. Et que finalement le marché va se refermer. Donc quels sont les impacts sur l'économie de demain? Et donc en soi, je pense qu'on a besoin d'être assuré à la fois sur l'aspect ukrainien, mais aussi sur la stratégie plus générale en matière de développement économique, en matière de souveraineté. C'est un discours qui est présent depuis 2017. Notre dépendance finalement aux Américains va peut-être réveiller l'Europe. Pour ou contre la mutualisation de l'arme nucléaire? Alors, il ne s'agit pas de la mutualisation de l'arme nucléaire en elle-même. Il ne s'agit pas non plus d'envoyer des missiles nucléaires à disposition des uns et des autres. Je pense que depuis 62, et je vais citer moi aussi Charles de Gaulle, finalement, qui voulait que la dissuasion nucléaire soit là pour protéger les intérêts de la France. Et c'est-à-dire la France, c'est pas forcément dans l'Hexagone. D'ailleurs, la France, c'est parfois sans l'arme nucléaire, mais c'est parfois déplacée dans d'autres pays pour préserver les intérêts de la France. Donc, je pense que la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment on organise cette dissuasion de façon à ce qu'elle soit efficace. Olivier D'Artigues. Le 5 décembre dernier, au moment de la censure
du gouvernement Barnier, dans son intervention devant les Français, le président de la République rassemble 15 millions de téléspectateurs, puis 9 millions lors de ses vœux pour le début de l'année. D'après vous, est-ce qu'il y aura une audience forte ce soir ou pas? Et pensez-vous que le président peut attirer l'attention en ne dessinant qu'un panorama, qu'un diagnostic de la situation, sans faire une annonce forte qui justement peut tracer une vision et un projet? Je pense qu'effectivement, son allocation sera très suivie. On vit un moment grave. Je pense que la guerre est à nos portes depuis trop longtemps, 3 ans maintenant, et est à un tournant. Est-ce qu'effectivement on s'oriente vers un accord de paix ou pas? Est-ce qu'on s'oriente vers un durcissement des conditions de combat en Ukraine du fait d'un désengagement américain ou pas? Je pense qu'on a besoin d'être éclairé là-dessus. La deuxième façon, on voit bien qu'aujourd'hui, l'accord de partenariat avec les États-Unis n'est plus sur la même logique et qu'il va nous falloir prendre des engagements forts à l'échelon européen pour assurer nous-mêmes, de manière indépendante, notre propre défense. Ça vaut à la fois pour les conditions d'armement. Aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup de pièces dans nos propres armements qui dépendent des États-Unis. D'ailleurs, ça pourrait être l'étape d'après. Les États-Unis pourraient dire, voilà, je vous interdis demain d'exporter ces pièces qui servent à fabriquer votre propre armement. Donc, comment on rend notre armement complètement autonome? Je pense que c'est Florence Parly, la première, qui avait évoqué cette situation à l'époque. Et comment, finalement, on organise à l'échelle de l'Europe notre propre défense. Je pense que les États baltes sont très inquiets, la Pologne est très inquiète. Qui aurait dit que la Finlande, la Suède, tout ça allait réagir différemment vis-à-vis de l'OTAN. Donc je pense qu'on a ce besoin d'avoir ce côté d'engager finalement ce côté précis sur les attendus. Et puis, je le redis, il y a ces enjeux économiques aussi qui sont patents. Je pense que ça aussi, ça inquiète tout autant finalement que la guerre ukrainienne. Ces droits de douane qui sont imposés aujourd'hui à des pays tiers, qui vont avoir leurs répercussions que va faire la Chine vis-à-vis donc de l'Europe. Je pense qu'on a ce besoin de construire finalement une nouvelle étape de la construction européenne qui permet d'être beaucoup plus solidaire. Le président pourrait presque démissionner de son mandat et s'occuper de l'Europe alors? Je ne pense pas que ce soit son intention. Je pense qu'il a été clair, justement, dans les dernières allocutions, en disant qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Et je ne pense pas que l'Europe se cherche un président ou une présidente. Je pense que l'Europe se cherche une nouvelle voie pour se rendre plus autonome vis-à-vis des États-Unis, entre autres. Catherine Ney. Oui, d'ailleurs, changer de président, je pense qu'aucun leader, candidat possible à la présidentielle ne veut hâter les choses et il vaut mieux que le président reste à sa place jusqu'au bout. Ouais, non, c'est... Parce que même si aujourd'hui, que va-t-il déclarer ce soir? Bon, il veut apaiser les Français, mais il ne peut pas annoncer la dissolution de l'angoisse, parce que, je veux dire, c'est difficile, quoi. Est-ce que lui-même est quelqu'un qui rassure, après avoir inquiété depuis plusieurs mois? Alors c'est vrai que, quand on le voit sur la scène internationale, il est quand même en Europe un des plus anciens, oui. Puisque beaucoup ont changé, et tout en étant le plus jeune. Oui. Voilà. Donc, mais il a une forme d'aura qui demeure. Oui, mais enfin là, il a une aura. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais il a une aura qui demeure, et c'était pas la même période. Et il a un lien avec Donald Trump, qui est ce qu'il est. Enfin, avec Donald Trump, mais enfin bon, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que Donald Trump l'écoute? Il l'écoute pas parce qu'il écoute personne, mais il y a un lien, quoi. Il peut quand même lui parler. Donc, je trouve que c'est son atout, quoi. C'est d'être là depuis longtemps et de connaître tous ses homologues. Et il est quand même respecté parce que il leur avait dit, en arrivant, qu'il avait parlé de se réarmer, la défense européenne. Il avait au moins cette vision-là à laquelle il a toujours été fidèle sur l'Europe. Vous savez, en tant que ministre, j'ai eu l'occasion effectivement de me rendre à Bruxelles à la rencontre de mes homologues dans le champ de mes compétences de l'époque. Vous étiez ministre des Solidarités. Des Solidarités, de l'autonomie et de l'équité femmes-hommes. Et donc j'ai rencontré 10 de mes homologues ce jour-là. Au-delà des sujets qui étaient les nôtres dans le cadre de nos portefeuilles respectifs, tous m'ont témoigné de leur inquiétude vis-à-vis de la France. Non pas qu'ils étaient... Dans quel sens? Inquiétude vers l'instabilité finalement qui était en train d'apparaître, à leurs yeux en tout cas, le risque d'une censure ils ont vu arriver un ministre en se dit tiens en fait et finalement ils traduisaient cette inquiétude par rapport au rôle que joue la France pour eux dans la stabilité de l'Europe. Donc c'était une reconnaissance naturelle de cette stabilité, avec une inquiétude sur cette fragilité de ce qui se passait aussi en Allemagne d'ailleurs au passage, même si d'ailleurs j'ai mon homologue allemande qui disait pas autre chose. Et donc je pense que la parole du président de la République aura son importance dans cet enjeu européen. On regarde de ce qu'on attend de la France lorsque le navire tangue.
Je voudrais qu'on écoute, puisqu'on a parlé de Marine Le Pen, je voudrais qu'on écoute Laurent Jacobelli. Il était en fin de matinée sur CNews. Et voici les attentes du député RN de l'allocution du chef de l'État ce soir. Personne n'est dupe. Je pense que le président de la République a besoin d'exister. Quand les événements vous échappent, feignons de les organiser. Il a bien compris qu'aujourd'hui, les négociations de paix passaient à côté de lui. Monsieur Zelensky lui-même, lorsqu'il fait une longue communication sur les réseaux sociaux, cite Monsieur Trump, parle évidemment de son adversaire Poutine, ignore complètement le président français et l'ensemble des dirigeants européens. Donc il faut exister. Et donc il va probablement nous présenter un machin. À chaque fois qu'il y a une crise, il nous propose un machin qui en général est fédéraliste européen. On a eu la crise du Covid, alors ils nous ont dit, voilà, l'Europe qui n'en a pas le droit va s'occuper de la santé. Donc là, il va nous annoncer ce soir que tout est terrible et que donc l'Europe doit s'occuper de la défense, qu'il va falloir payer, abonder un fonds européen qui lui-même servira à financer l'Allemagne, qui elle-même achètera des armes américaines. Mais tout cela, probablement, c'est à côté de la plaque. Moi, ce que j'espère qu'il nous annonce ce soir, c'est d'abord qu'il faille trouver un chemin vers la paix. C'est-à-dire une paix qui prenne en compte la souveraineté et la volonté du peuple ukrainien. Je vous ai poliment vu faire la moue, Paul Christophe. Oui, c'est tellement pauvre comme argumentaire que je ne peux que vous poser une moue. Je pense que croire que la France existe seule au monde, c'est plus que réducteur. C'est parce qu'il a dit. Il a dit que le président a besoin d'exister. Ça revient à cela, oui. Bon, c'est la critique. Vous faites le même geste que ça. C'est des critiques faciles, non, moi je ramenais vers la. Mais pas très constructif en tout cas. L'Europe s'occupe déjà du médicament. Il y a l'agence européenne du médicament. Je pense heureusement que l'Europe a été au rendez-vous pour la crise Covid. Je pense que sinon on attendrait encore quelques vaccins. Je pense que depuis 2017, en tout cas, le président est constant en disant qu'il faut plus d'autonomie stratégique, de souveraineté militaire. Donc là-dessus, on peut lui donner un gage. On peut faire tout ce qu'on veut, mais je pense que là-dessus, on peut s'accorder sur ce qui est raison. De sérieux. Dans les 800 milliards annoncés par la présidente de la Commission européenne, on sait très bien que cette somme est adossée à la capacité des États membres d'augmenter leur part de PIB dans la dépense militaire. Nous sommes aujourd'hui à 2%, si on compte les pensions militaires, un peu plus en effet. D'après vous, on peut aller jusqu'à combien et avec quelle trajectoire ? On est sur une trajectoire déjà qui était de 32 milliards en 2017 pour arriver à un peu plus de 60 milliards en 2030. Donc on est sur une trajectoire à la hausse qui avait été validée par la loi de programmation militaire. Est-elle suffisante aujourd'hui à l'aune de ce qu'on est en train de vivre ? Je ne le pense pas. Donc ça veut dire également que je dois être cohérent quand je dis à la tribune qu'il faut remettre de l'ordre dans nos comptes pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre. Je pense que ça y contribue. Et puis l'impulsion européenne a du sens aussi. Je pense que tous les États membres vont devoir jouer également leur rôle et puis arrêter peut-être leur dépendance au matériel américain. Est-ce que c'est 3,5 ? Est-ce que c'est 4 ? Vous savez, pas au loto. C'est un peu comme au ministère. C'est quand même des. Répondons à la question, puis chiffrons-la, et je vous dirai si c'est 3, 4, 5 ou 6. Mais à ce stade. À 6, non, mais on n'a pas les moyens, malheureusement. Se donner un chiffre. Parce que la Russie est à 10. La Russie est à 10, oui, la Russie est en économie de guerre. Oui. Voilà, la Russie est en économie de guerre depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais en tout cas, ils le sont. Je pense que. Si, vous ne pouvez pas dire ça. C'est malheureusement très efficace. On le voit sur le terrain en Ukraine. Oui, mais avec les pertes qu'ils subissent quand même, je pense que c'est pas si efficace que ça. Pour dépenser autant, ce qui fait peur, c'est qu'il frappe. Et il tue des gens tous les jours. Il tue des gens, mais il gagne pas beaucoup de terrain. Non, mais ça mérite d'être rappelé, Catherine, vous serez d'accord. Oui, mais il continue en ce moment, tous les jours, de tuer des Ukrainiens. Tous les jours. Des enfants. Je pense que ce qui est important, c'est d'établir l'objectif, le volume de notre besoin attendu. Et là, on pourra chiffrer. Et là, je pourrais vous répondre effectivement si c'est 3, 4 ou 5. Eh bien, nous suivrons cette allocution présidentielle, bien sûr, en direct à 20h00 sur Europe 1. Merci beaucoup, Paul Christophe, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.